Ça y est, nous y est. On reçoit Monsieur Jocelyn Gloma. Je vais le laisser se présenter, en fait, ce sera plus simple. Jocelyn Gloma, footballeur, ex-footballeur professionnel, où j'ai joué à Rennes, Lille, Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, le Torino, l'Inter de Milan et pour terminer à Valence. Entre-temps, j'ai eu la joie de connaître l'équipe de France à 37 reprises et où ça a été, je dirais, le summum et qui a eu des résultats quand même assez positifs par la suite, notamment la Champions League avec Marseille, la Coupe des Champions en 93 et bien sûr des titres par la suite avec Valence surtout. On a quelque chose de très très lourd. Est-ce que tu avais prévu, toi, d'avoir cette carrière quand tu es parti en 85, il me semble, à 20 ans? Est-ce que tu avais prévu ça? Il n'y a eu rien de prévu. Déjà, même à l'essai que j'ai été faire, ça a été entre guillemets concours de circonstances. Le docteur Rinaldo qui a voulu que je fasse un essai, connaissance avec Mario Relmi, prendre les contacts avec Rennes et tout. Et puis, j'ai trouvé, bien sûr, un coach qui m'a accepté assez rapidement. J'ai fait un essai. Au bout de 4 jours, on m'a dit tout est OK. Mais je pense qu'avant tout, c'est le travail que j'avais fourni aussi au sein de l'Étoile pendant 6 ans, parce que j'ai commencé le foot à 14 ans. Pendant 6 ans, et puis pour arriver en senior et jouer à l'âge de 17 ans en senior, je pense que ça m'a permis et ça m'a aidé énormément au fait de passer l'essai, je dirais, haut la main. Mais rien n'a été au départ facile parce que bon, le temps en arrivant à Rennes n'était pas c'était pas l'idéal, je dirais. Tu parles de la météo? La météo, ouais, qui n'était pas idéale. 5 degrés, je sortais sous 30 degrés, il faisait 5. Et t'es arrivé à quelle période? À période de novembre. Novembre 85, c'est-à-dire en cours de saison. Ok. Voilà. Ok, bon, ça n'a pas dû être facile. Toi, à ce moment-là, tu te dis quoi quand tu arrives? T'es là pour un objectif bien précis ou t'es vraiment arrivé en mode ok, je fais l'essai et puis on voit ce qui se passe? Non, mais pour dire la vérité, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai fait à fond. Donc l'essai, ça a été à fond, bien sûr dans le but de passer, de réussir. Mais en même temps, vu que je connaissais pas forcément très très bien, j'étais venu auparavant à l'âge de 16 ans à la métropole, même avant aussi, à 19 ans. Mais pour y habiter, c'est vrai que ça me paraissait compliqué. Donc au bout de l'essai, moi j'ai demandé à rentrer en Guadeloupe et puis y revenir au mois de juillet. Ce que j'ai pas fait, et je pense que ça a été le point de départ de ma carrière. Donc voilà, c'est fait et c'est parti comme ça. Il n'y avait rien de calculé, mais à l'arrivée, on a une opportunité, il faut savoir saisir cette opportunité. Du coup, quand tu arrives à Rennes, comment ça se passe? Parce que toi, tu n'as pas fait de centre de formation. Comment tu te sens vis-à-vis des autres? Est-ce que tu te sens, entre guillemets, amoindri? Ou est-ce que toi, dans ta tête, tu es là, tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que tu vas montrer? À vrai dire, moi, je savais ce que je valais. Mais en même temps, j'étais très observateur. Et jusqu'à maintenant, je pense que c'est quelque chose qui m'a permis aussi tout au long de ma vie de footballeur et dans ma vie en général, d'être assez observateur, regarder comment les choses se passent et puis essayer de prendre ce qui est bon le plus que possible pour pouvoir évoluer. Donc, j'étais plutôt dans ce sens. J'ai été plutôt dans ce sens. Et ce sentiment de force aussi que j'avais en moi, et ça, je pense que ça m'a permis aussi de m'adapter assez rapidement à l'environnement, parce que j'avais déjà fait le deuil. J'ai fait rapidement, surtout ça qui était important, de faire le deuil de la Guadeloupe assez rapidement. Et comment ça se passe? C'est dans la tête. C'est dans la tête et quelque part, je peux dire que je me suis fixé comme objectif de jouer dans l'équipe. De jouer dans l'équipe et surtout de jouer avec les pros. Parce qu'on se retrouve avec des pros, on a quitté la Guadeloupe, on a des amis, on a la famille surtout.
Et ben, on avait envie aussi quelque part de démontrer que on peut jouer avec des pros. Et ça, je pense que ça a joué aussi dans l'intégration dans cette équipe. Et pour toi, c'est quoi le déclic, le truc qui donne un coup de punch à ta carrière et qui te fait partir de Rennes pour aller à Lille, ensuite de Lille à Paris? Comment ça se passe? Ben moi, c'est juste le fait d'avoir pu jouer assez rapidement en pro. Au bout de 3 mois, je suis arrivé en novembre 85. J'ai commencé à jouer. J'étais amateur, j'ai commencé à jouer dans un premier temps parce que ça se passait comme ça. Dans le règlement, je pouvais jouer qu'en Coupe de France. Donc j'ai commencé à jouer avec l'équipe première en Coupe de France. Et puis par la suite, j'ai eu une dérogation à joueur blessé pour pouvoir jouer avec l'équipe des pros et en première division. C'était la première division par la Ligue 1, qui est ce qui est le cas maintenant. Et puis après, le déclic, c'était les matchs, c'était faire des gros matchs. Et je crois que très tôt, j'ai fait des gros matchs, et surtout contre le PSG, mon premier match en division, première division. Ça a été le gros match, et sous le coup, j'ai eu Paris Saint-Germain qui me voulait, j'ai eu Monaco qui me voulait à cette période. Et puis Lille s'est manifesté, mais Lille était beaucoup plus insistant. Et à ce moment-là, j'ai connu aussi mon agent. Et l'agent m'a plus conseillé d'aller à Lille pour continuer, entre guillemets, la formation. Parce que comme je le disais, hein, comme tu le disais aussi, j'ai pas eu de formation typique du footballeur professionnel. Ok, donc là, son but à lui et ton but à toi, très clairement, c'était te faire comprendre les rouages, être plus aguerri et continuer de monter. Mais justement, à ce moment, tu as l'opportunité d'aller à Monaco ou Paris, etc. Et en fait, tu vas à Lille. On sait que le foot, ça va très vite. Pour toi, c'est une prise de risque ou c'est juste la suite logique Non, mais pour moi, dans la démarche, c'était une très bonne démarche, déjà. Parce que, bon, à quelque part, en sortant de la Guadeloupe et en allant directement, peut-être au bout d'un an et demi à Paris, est-ce que c'était l'idéal? Parce que c'est Paris était champion en 86, 87. Je me suis posé la question à ce moment-là. Et il y avait des joueurs aussi de qualité, que ce soit à Paris ou à Monaco. Et moi, c'est surtout la possibilité de jouer. Et à Lille, j'avais, bien sûr... Ça avait une autoroute, quoi. Ouais, entre guillemets, l'autoroute, mais il faut, dans un premier temps... Il faut s'imposer, évidemment. Et puis après, tu te retrouves dans un environnement aussi qui t'est favorable. Et ça a été le cas. J'ai signé pour 3 ans, j'ai fait mes 3 ans, j'ai beaucoup progressé. Et je joue au milieu de terrain, que ce soit à Rennes ou à Lille, quelquefois voire même attaquant, parce qu'à Lille, je marquais quand même 7 buts cette année-là, plus les passes décisives. Et puis voilà. Non, pour moi c'était la suite logique après Rennes, Lille, le parcours, sans vraiment planifier les choses. Ok. Donc, il y a quelque chose que tu as dit, c'est que tu joues au milieu. Pour tout le monde, tu es arrière droit, latéral droit, piston droit, peu importe. Tu es latéral moderne qui va vite sur les côtés. Et toi, milieu, attaquant. Milieu, j'étais milieu. Hein. Moi, en partant de la Guadeloupe, c'est vrai, j'avais déjà joué à tous les postes. Mais moi, quand je suis parti, j'étais attaquant, déjà à l'Étoile de Mornalo. Et en arrivant à Rennes, j'ai dit, je fais l'essai, mais je demande à jouer milieu de terrain. Parce que j'estimais que le niveau, et quand j'ai regardé, il y avait mon pote Mario Relmi et un Belge qui était là, quand j'ai regardé leur niveau pour y arriver, je me suis dit, ça va être compliqué. Et sachant aussi, je me connais, hein, la combativité, au niveau de la combativité, et c'est un poste que j'aimais jouer, que ce soit en Guadeloupe, et que j'ai aimé jouer aussi à Rennes, à Lille, au PSG, milieu de terrain. Parce qu'au final, tu peux tout faire au milieu. Ah ouais. Tu peux te projeter vers l'avant, tu peux défendre. Défendre. J'étais box-to-box, je pouvais jouer devant la défense, je pouvais être box-to-box, mais moi je préférais être box-to-box parce que ça me permettait de finir devant le but. Ouais. Et toi, tu courais. Je courais, c'est vrai que j'avais au niveau VMA,
avant, c'était des tests Cooper. Moi, j'arrêtais pas. Et je pouvais faire un match, faire un deuxième match s'il le fallait. J'avais aucun souci à ce niveau-là. Au niveau physique, j'étais vraiment au top. Donc voilà, c'était le début idéal, je dirais. Question obligatoire, parce que tu passes à Paris, ça se passe bien, mais tu fais qu'un an. Déjà, c'est très bien parce que Paris, c'était Paris. À l'époque, il y avait déjà une renommée. Tu fais un an seulement et tu pars quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai fait un an à Paris. Je pense que au cours de ma carrière, c'est en nombre de matchs dans le championnat, c'est l'endroit où j'ai fait le plus de matchs, sur 38. J'ai fait 36. Et je peux dire que j'étais titulaire tout le temps. J'ai joué, j'ai connu l'équipe de France en étant à Paris aussi. C'était, je dirais, le plan. Ça devenait le plan idéal sans planifier, quoi. C'est-à-dire arriver à Paris, jouer l'équipe de France, parce qu'il y avait plus de visibilité. Après, bien entendu, je voulais rester à Paris. Mais l'arrivée de Canal+ a fait que la donne a changé. Et puis j'avais quand même une proposition que je ne pouvais pas refuser, qui était l'OM, quoi. La proposition que tu peux pas refuser qui était l'OM, comment tu vis ça? Parce que c'est le club rival qui vient te chercher à Paris. Et toi, à ce moment-là, t'es comment? Dans ta tête, tu te dis quoi? Moi, déjà, dans un premier temps, l'équipe de l'OM qui avait Rodel, Moser, Poli, Papin, je me suis dit comment je jouais dans cette équipe, quoi. Je crois que c'était peut-être la première fois que je doutais un peu de mes capacités, parce que il y avait à cette période une équipe qui était tellement forte, les médias qui étaient là tout le temps, qu'on regardait ça. J'imagine que c'est peu comme ça que les joueurs voient le PSG actuellement. Tu regardes les médias, ils sont toujours à la télé, les gars, ils sont un peu partout. Et ça, c'était l'OM, c'était showbiz. Et donc, c'est plus ce côté-là qui peut-être qui m'a fait douter un peu de moi. Et j'étais bien à Paris. J'étais vraiment bien à Paris, titulaire et tout. Mais le projet parisien, disons, je ne rentrais pas pour eux, je ne rentrais pas dans ce projet-là, parce qu'il y avait une proposition aussi qui était de faire venir en échange 3 joueurs, plus de l'argent pour moi. Ouais, ça peut être... ouais, on voit ça, valorisant et autres. Mais en même temps, c'était un projet qui rentrait bien dans le plan du PSG. Et donc, j'ai attendu après. J'ai commencé les entraînements avec le PSG. Puis après, j'ai signé à Marseille. Bien. Ah ouais, non, mais quand j'ai signé à Marseille, en même temps, tu arrives au mois de juillet, il fait super beau. Là, on tombe tout de suite. T'es dans le sud, ouais, comme si t'étais en Guadeloupe, donc forcément. Au bout d'une semaine à l'hôtel et autres, je me suis dit, ah ouais, c'est l'endroit, il faut être là. Ok. Et t'as jamais eu de soucis niveau rivalité, que ce soit avec les supporters ou même les joueurs, je sais pas? À cette période, c'était pas forcément le cas. On n'avait pas cette rivalité. Et puis bon, j'étais vraiment, je dirais, le joueur à vendre aussi à Paris, parce que pour l'OM, Bernard Tapie qui a fait sa proposition, qui me voyait le nouveau Tigana, le nouveau Rijkaard, très exactement, qui jouait au Milan AC. Quand même. Parce que je jouais milieu, mais parce qu'à cette période, on ne me voyait pas forcément arrière droit. Et à l'arrivée, je suis passé arrière droit à Marseille et tout. Mais il n'y avait pas de rivalité. Franchement, cette rivalité, est devenue par la suite, en fonction des présidents, plus Bernard Tapie, je dirais. Et certains matchs aussi. On a vu des matchs, on a vu des photos, des vidéos.
Je pense qu'il y a eu tellement de choses qui sortaient dans les journaux, quelquefois quel que ce soit du côté de Paris, parce que bon, à Paris, il y avait quand même des joueurs aussi de très haut niveau je dirais entre guillemets, se battre, qui savaient répondre présent à toute provocation, et ça a fait quand même de très bons matchs. Peut-être quelque part on ne voulait pas voir peut-être certaines actions qui sortaient bien sûr du match. Mais c'était des gros matchs, c'était le match à voir de l'année, quoi. Donc au final, ça a commencé l'histoire du Classico, etc. Ça Voilà. commence un peu à cette période, du coup. C'est C'est ça, ok. peut-être un petit peu avant, quand j'arrive, quand même, ouais, parce que c'était le Sud contre Paris, quoi. Tout le monde veut gagner Paris. Parce que c'est la capitale, parce que Marseille se sentait aussi, les gens de Marseille se sentent délaissés par la capitale. Donc c'est cette rivalité, ça nourrit un peu Marseille, président, joueur, ça nourrit un peu ce système qui fait qu'aujourd'hui, on parle de classico. Tu l'as vécu des deux côtés. Faut le vivre où Ouais. exactement. C'est quoi le meilleur club pour vivre un Classico? Moi, bon, j'ai vécu du côté marseillais tellement bien, côté parisien un peu moins parce que j'ai fait qu'une année, j'ai fait 2 matchs, en fait 3 matchs parce qu'il y avait un match de Coupe de France où ça avait vraiment donné et moi j'étais à Paris. Marseille avait gagné hein, parce que c'était Marseille quoi. Et mais je crois que ouais, moi je dis côté marseillais pour l'ambiance que ça Le met. stade, Le les stade, que ce supporters. soit à Marseille, que ce soit à Paris. Ok. Euh, Il y a un truc, il y a un truc qui se créait le jour du match, avant le match, mais le jour du match aussi. Qu'on soit au Vélodrome, c'était encore Oui, j'imagine. multiplié par Là, 100. c'est légendaire là-bas. Mais à Paris, il fallait être fort parce qu'il y avait une belle équipe en face. Parce que entre les Comboiré, les Valdo, tout ça, c'était fort. Joël Batch dans les buts, non, Lama qui est venu par la suite. Non, c'était vraiment fort, quoi. Ensuite, voilà, il y a eu la victoire, forcément Ligue des Champions. Mais avec les soucis que ça a apporté et tout, ça t'a amené à voir autre chose. Est-ce que toi, tu te voyais partir de la France? Non, pour dire la vérité, moi j'étais dans le club qu'il fallait être. Je me voyais terminer à Marseille. J'avais re-signé après la victoire en 93. J'avais re-signé pour 2 ans à Marseille. Mais seulement il s'est passé tellement de choses, notamment l'affaire VA, OM qui a pourri tout un système. Sportif. On n'a pas pu jouer la Coupe du Monde je dirais des clubs champions. C'était au Japon, ça se passait, donc on n'a pas connu cette chose-là qui pour être champion du monde, le club. Et ça, c'était mauvais. Et puis, il y avait un environnement tellement malsain après, en 94, à cause de cette affaire-là, on se disait qu'est-ce qu'on allait faire. Donc après, moi, j'ai signé, mais seulement il n'y a pas eu d'homologation de mon contrat, donc j'ai dû dénoncer rapidement le contrat, et puis c'est comme ça que je suis parti au Torino, quoi. Ça m'a permis de partir au Torino, pas libre, mais partir. Ouais. Et toi, tu arrives là-bas avec un statut je suis joueur qui a remporté la Ligue des Champions, un statut de star. Ouais, au Torino, ouais, t'arrives en tant qu'étranger. Déjà, il fallait ces 3 étrangers qui jouaient dans les clubs à cette période. Il y avait l'affaire Bosman est passée par là entre-temps. Et donc, ça a ouvert des portes, surtout pour les Européens. Et de là, on arrive en tant qu'étranger, donc tu arrives dans un club, tu es reçu comme une star. Je me rappelle, je parlais même pas encore italien. Tout de suite, émission, il fallait être dans l'émission. Comment t'as géré? J'ai géré. Il est vrai que j'avais commencé malgré moi à prendre des petits cours à travers les cassettes, le dico. Donc je pouvais dire 2 ou 3 mots, mais bon, j'avais l'interprète.
Tu parlais un peu anglais quand même ou pas du tout? Un petit peu, parce que ouais, c'est vrai qu'au Torino, je me suis trouvé avec Abedi Pelé. On ne s'est pas lâché depuis un moment. On a joué à Lille ensemble, à Marseille, après au Torino, on se retrouve ensemble. Et un autre Français qui est arrivé, qui est Jean-Pierre Cyprien. Donc, par la suite, on prenait des cours ensemble. Ouais, c'était plus simple de le vivre à plusieurs. Donc, potuto parlare italiano rapidamente. donc, ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai que d'entrée, on te fait comprendre que, bon, mais voilà où tu es. Et les Italiens, qui avaient de très bons, il y avait des stars quand même aussi. Mais voilà, c'est ça la différence. Et donc, c'est à ce moment-là, encore une fois, tu t'aperçois que le joueur que tu es devenu, quoi. Ok, et justement, moi j'ai une question bien précise sur ça, parce que tu arrives, tu t'imposes très clairement à Torino. Tu prends la grosse tête à un moment ou pas? Ou je sais pas, tu t'arrives, tu es considéré comme une star, tu as remporté la Ligue des Champions, tu as fait la sélection, tu es là, tu t'imposes dans un club, dans un pays qui n'est pas le tien, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de Français à cette époque-là à l'étranger, à part les top players qu'on connaît. Comment ça se passe dans ta tête? Non, si je devais prendre la grosse tête, je pense que depuis l'équipe de France en 90, quand j'ai connu l'équipe de France, ça aurait été à ce moment-là. Parce que quand tu arrives en équipe de France, là, tu te dis que tu as tout franchi, quoi. Parce que pour être en équipe de France, et puis c'est pas qu'un match que j'ai fait. C'est l'élite, ouais. C'est l'élite, c'est le top des tops. Après, tu te retrouves comme entraîneur avec Michel Platini, qui est Michel Platini, 3 ballons d'or. Avec des joueurs comme Papin, Luis Fernandez. Je crois que et moi j'arrivais le jeune, je dirais le jeune, mais à 25 ans quand même. Et tous ces gars qui étaient là, Luis Fernandez a gagné quand même en 84 championnat d'Europe, Manuel Amoros, tout ça. Tu te dis, oui, j'aurais pu prendre la grosse tête. Mais je ne vois pas l'intérêt, je n'ai jamais vu l'intérêt de changer forcément de nature. On change malgré soi parce que c'est l'environnement qui veut ça. L'environnement et puis aussi l'envie de progresser et d'aller toujours plus loin. Mais de prendre la grosse tête, c'est-à-dire de quelque part de dénigrer ceux qui sont avec toi, peut-être la famille, vivre d'une autre manière. C'est-à-dire flamber les sous, ouais, c'est boîtes, c'est ça. Les mannequins. Oui, on avait des sorties, on se retrouvait, à Roland-Garros, dans des tournois de tennis, on est invité au golf, tout ça. Mais toutes ces choses font que, non. Tu as quand même réussi à garder les pieds sur terre. Les pieds sur terre. C'est question d'éducation ou bien c'est plus toi? C'est l'éducation familiale, c'est le fait aussi d'avoir vécu avec mes 10 frères et sœurs. Et donc, toutes ces choses font que on est bien. Après, par la suite, moi j'étais marié, avoir mes enfants. Je pense que l'image qu'on doit donner... ça, c'était moi. Ça, c'est moi. Chacun a sa vie. L'image que je devais donner à mes enfants, c'était une certaine rigueur, régularité dans la vie, et puis confiance aussi, et puis être un bon père. Être un bon père et une bonne personne. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Ok, donc tout ça, au final, ça fait partie d'un grand plan quand tu regardes, tu prends du recul et tout. Tout se passe, j'ai envie de dire, tout se passe comme prévu, alors qu'il n'y a rien de prévu. Mais au final, du coup, tout se passe comme prévu, mais au final, il n'y a rien de prévu, mais ça se passe bien quand même. Rien qui est vraiment planifié, quoi. Moi, je pense que j'ai commencé à vraiment planifier les choses. À un moment, peut-être ma troisième année à Marseille, mais ça c'était plus le côté personnel, assurer la vie familiale par la suite. C'était par rapport à l'argent, en rapport toujours avec l'argent placé et tout, comment gérer sa vie de ce côté-là. Mais plan de carrière, j'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai voulu jouer dans les meilleurs clubs, mais sans se dire que demain je dois être là. Ça s'est fait chaque fois à un moment
parce que je me suis dit que j'ai des possibilités. Donc, je vais pas forcément chercher à aller pour prendre un cas à l'Inter ou non. Je me suis dit, mais je dois être bon, je dois faire une grosse saison. En plus, moi, j'étais au Torino, la deuxième saison, on descendait. Mais très tôt, l'Inter me voulait très au bout du mois d'avril. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Pas parce qu'on est descendu, mais c'était l'occasion parce que, oui, j'ai été bon. J'ai été bon, je me suis fait voir dans des gros matchs, surtout les gros matchs. Et il n'y a que des gros matchs pratiquement en Italie. En Italie, à cette période, avec tous les gros clubs qu'il y avait. Déjà de Turin, premier derby, premier match contre aller-retour, on gagne la Juventus. Ma première année, je marque mon premier but devant la Juventus en Italie. Et puis voilà. Non, franchement, il n'y a pas de plan de carrière. Juste, il y a eu des opportunités par le fait que j'ai travaillé pour pouvoir me créer ça. Mais c'était pas un plan de carrière, quoi. Pas de planification. Tu sors de Marseille, vous avez fait champion plus Ligue des Champions, me semble, ou pas du tout? Ouais. Mais le championnat n'a pas été homologué. Ouais, ça n'a pas été homologué, mais techniquement, vous faites un doublé s'il n'y a pas tous ces soucis-là. Tu arrives à Turin, vous descendez. Comment tu vis cette sur la deuxième année? Tu connais la relégation pour quelqu'un qui a toujours été dans... Mais je l'avais connu déjà, la relégation. Ah ouais, avec ma deuxième année aussi. Ok, bon, deuxième année, mais tu pars également. Et je pars à Lille. À chaque fois, je travaille, je bosse, je joue tout le temps, je suis titulaire et je suis demandé. Donc, à Rennes, c'était le cas. Donc, je pars à Lille. Et puis à Turin, c'était l'Inter de Milan. Et puis les supporters m'appréciaient énormément parce qu'ils savaient que je me battais, que je jouais, bien sûr, bien au football, mais ils pouvaient compter sur moi dans tout ce qui est combativité et puis emmener un groupe. Et puis à l'arrivée, je me suis trouvé à l'Inter de Milan. Ok. Est-ce que tu as été capitaine à une période? Non. Période capitaine, non. Mon dernier match. Ouais, juste le dernier match, effectivement, symbolique. C'était symbolique. Mais capitaine, non. Capitaine, parce que je me suis toujours trouvé dans des clubs où les joueurs y étaient déjà. Et puis, ça suivait. C'était pas forcément celui qui était meilleur qui était capitaine, mais c'était plus une question de leader, des gens qui ont une aura dans... Il y a leader technique ou leader, je dirais... Vestiaire. Vestiaire ou autre. Et puis après, c'est plus l'ancienneté qui comptait. Ok. Capitaine. Ça n'a jamais été forcément le truc que je voulais parce que j'estime et je dois estimer que j'étais un meneur à ma manière. Ok, d'accord. Avec ta personnalité, t'es plus meneur discret, Ouais, mais meneur discret. De groupe, entre guillemets, mais pas forcément de vestiaire. Prendre la parole quand il faut, pas forcément celui qui est là, même dans la discussion. Mais à un certain moment, il faut prendre la parole, il faut faire savoir qu'on est là, qu'on peut compter. Mais c'est vrai que les joueurs, mes coéquipiers comptaient sur moi parce qu'ils savaient que ils te connaissent. La combativité, je pouvais les ramener, puis je pouvais amener quelque chose ou rameuter. Faut pas se laisser avoir par ton calme, pas parce que tu dis rien que... Non, mais je crois que les gens se trompent sur le caractère. Le caractère, ça définit pas forcément. Celui qui parle fort ne définit pas forcément l'homme. On peut être très posé et avoir un caractère de cochon, voire pire. Est-ce que tu as un caractère de cochon, toi? Ça peut arriver. Ça peut arriver. T'as tes moments? Parce que quand même, je suis plutôt du genre dans la bienveillance et autres. Mais il y a des choses qui ne passent pas. Ah non, il y a des choses qui ne passent pas, notamment l'hypocrisie. Et puis, je sais que on vit dans un monde, quelquefois c'est comme ça. Et le monde du foot, je peux dire qu'il faut être fort dans sa tête pour pouvoir c'est clair. rester dans ce monde professionnel. Mais si on n'a pas de caractère, on va pas loin. Moi, j'ai pas besoin de parler fort pour pouvoir
faire valoir mes droits. Je vais revenir sur l'Italie avec l'Inter, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Ça se passe, vous remportez une finale, ou vous jouez une finale. On joue une finale. C'était l'UEFA, maintenant c'est l'Europa League. Ouais, c'est ça, l'équivalent de l'Europa. C'était une finale aller-retour. Ok. À ce moment-là, toi, tu te dis quoi quand tu es à l'Inter, que tu goûtes à nouveau à une finale? Est-ce que tu as des volontés d'aller encore plus loin, toucher un autre titre, toucher une autre... Déjà, rien que d'être à l'Inter, c'était jouer le titre. On jouait pour le titre et aller en finale. Parce que bon, je suis arrivé... c'était la Juve, je sais pas, Milan qui était champion d'Italie et à l'Inter c'était l'UEFA qu'on jouait. Donc on a joué à fond, on arrive en finale et tout. Et pour moi c'était avoir un titre parce que bon, ce type de match en fait d'équipe, l'international, ça a son nom. C'est-à-dire essayer d'avoir les meilleurs joueurs étrangers et essayer de gagner des titres. À l'arrivée, on perd au penalty au match retour, on perd match aller 1-0, on gagne match retour 1-0, mais au penalty, on perd ce match retour, et en plus devant notre public à San Siro. Et donc voilà, donc c'était une finale. Là aussi, hein, c'était le top. Vraiment, j'avais signé 2 ans, c'est l'endroit que je voulais rester. L'entraîneur voulait savoir si j'étais apte à jouer dans son équipe, l'entraîneur qui arrivait, parce que l'entraîneur qui était en poste n'est pas resté, a été démissionné. Et à l'arrivée, il voulait savoir me voir. À ce moment-là, pour quelle raison? Que si je rentrais dans ses plans. Moi, je suis un peu comme Cantona, même si je ne parle pas beaucoup. Ça m'est arrivé à 2 reprises, une fois à Lille, que l'entraîneur, c'est vrai qu'on avait déconné. On avait déconné avec mes potes, et donc on m'a renvoyé en 3e division. Mais seulement, je marquais, c'est moi qui faisais à cette période avec Abedi gagner l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'envoie en 3e division. Toi qui déconnes. Après, moi j'avais une année d'option encore à Lille. L'entraîneur qui était Santini m'envoie en 3e division, le directeur sportif, vous n'allez pas jouer et tout, et puis voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Mais à l'arrivée, on me réintègre dans l'équipe et je continue à marquer. Je joue attaquant. Et puis, à la fin de la saison, il y a PSG qui arrive. Voilà, je suis parti. Même pas besoin de... J'ai juste envoyé ma démission et je suis parti à Paris. Ok. À l'Inter, c'est pareil. L'Inter, ouais. C'était pratiquement la même chose. Mais là, c'était l'entraîneur qui voulait voir... je me rappelle de la phrase de Cantona. Cantona ne fait pas d'essai. Ouais. Mais quand il dit qu'il veut te voir, mais c'est à quel niveau? Te voir discuter? Non, pas même me voir discuter, me voir jouer, savoir comment je suis, est-ce que je peux rentrer dans son plan de jeu pour l'année d'après. Parce que j'avais signé 2 ans. Mais comment ça se passe, ça sous forme d'entraînement? C'était ça. Je me rappelle, on a fait une tournée en Asie, à Hong Kong. La coupe Kirin, là je sais pas quoi. Non, ça c'était avec l'équipe de France. Ok, c'est pas rien à voir. Non, ça c'était une tournée de fin de saison avec l'Inter. Et on va jouer en Thaïlande, puis il y a Hong Kong. À Hong Kong d'abord, puis Thaïlande. Et de là, il n'était même pas là. C'était ses adjoints qui avaient repris l'équipe en attendant l'officialisation de son poste. Et là, il voulait savoir si je pouvais rentrer dans son équipe l'année d'après. Merci beaucoup. Hein. J'ai eu l'opportunité de partir en Grèce à cette période. Il y avait une très belle proposition aussi, surtout plan financier, ouais. Mais Valence, Valence me proposait 2 ans et je suis parti à Valence. Et j'ai même pas réfléchi à savoir, toi tu veux me voir, mais tu me verras pas.
Je vais directement à Valence. Oui, oui, avec raison au final. Du coup, je reviens sur une question qui est assez importante, c'est au niveau du racisme. Parce que tu étais en Italie, à la période où tu étais, ça commençait. Tu as vécu ça ou bien. Ouais, je l'ai vécu sous les matchs. Hein. J'ai vécu sous les matchs. Je peux dire que j'ai vécu ça plus en France, pas énormément, mais avec un ou deux joueurs. Bah, à cette période, on te disait carrément le mot. Hein. C'était sale nègre à cette période-là. Et je crois que j'ai répondu à ma manière. Carton rouge, découpage. J'ai répondu à ma manière parce que maintenant, on va dénoncer rapidement tout ça, que ce soit vers l'arbitre ou autre, ou à la Ligue. Mais à cette période, nous, il n'y avait pas encore tout ce qui est mis en place. Okay. Même s'il y avait SOS racisme, mais on n'allait pas forcément se plaindre ou en parler. Il n'y avait pas encore les chartes comme actuellement. Il n'y avait rien du tout. Ok, donc c'est toi et ton caractère. C'était une manière de répondre parce qu'on n'avait pas d'autre alternative. Il n'y avait pas d'autres moyens et c'était pas aussi mis en avant comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a toujours justement ces messages qui sont passés. Faut faire attention parce qu'avant c'était décomplexé. Le racisme décomplexé, c'était tellement naturel que ça passait partout et que on se disait et alors. Ben oui, c'était les comiques, c'était tout ça. Nous-mêmes, des fois, on rigolait. Tu rigoles du belge, de l'arabe, du noir et tout. Donc, ça paraissait un truc tout à fait normal. Et après réflexion, maintenant les choses sont beaucoup plus ouvertes et tout. Là, tu vois la gravité de la chose. Ouais. Ouais, okay. Parce que peut-être on m'entend parler comme ça, je disais ouais, c'était comme ça et tout. Moi, je te mettais 2 nions, l'autre il mettait 2 nions et puis c'est réglé. Aujourd'hui, tu peux pas faire ça. Tu es poursuivi, il va falloir démontrer qu'il t'a traité de sale nègre et tout. Et à cette période, c'était sur le terrain. Donc, on le faisait sur le terrain, je l'ai fait sur le terrain. Derrière, ça t'a pas suivi? Il n'y a pas eu de problème? Tu as eu carton rouge Moi, sur le terrain, je mets un tacle très violent et on ne sait pas pourquoi. C'est dans le jeu. Mais moi, je sais pourquoi que j'ai fait. Et c'est un truc pour prendre un carton rouge. C'est-à-dire, c'est intentionnel, on voit que la faute est intentionnelle et après on ne connaît pas la raison. Donc, nous, on réagissait de cette manière. On dit, vous êtes violent et tout. Oui, je sais que je suis violent, sous le coup. Mais c'est pas forcément dans ma nature. Mais je savais répondre par certaines, d'une autre manière. Ok. Et du coup, en passant en Espagne, t'as connu ça là-bas ou pas du tout? C'est différent de l'Italie? Non, en Espagne, je n'ai pas connu vraiment. C'était plus en dehors. C'est-à-dire en Italie, où je l'ai connu. Un public qui siffle, public qui... Toi, à Rome, Lazio... J'ai connu ça à Vérone, avec l'Inter. On était 3 Noirs, Aaron Winter, Paulins et tout. On pouvait gagner à Vérone. Ce jour-là, on voit, le poing en l'air et tout. C'est les flics qui nous ont fait sortir, quoi. Rien que par le geste. Donc, de là, on commençait aussi à réfléchir, à avoir des réactions, et ça nous retombe dessus par la suite. Parce qu'on fait le geste, on incite le public. Le public, c'est pas 2 personnes. C'était le geste de quoi? Black Power Un peu ça. C'est la mer, on a gagné, c'est le geste. La petite provocation publique. Voilà. Mais faire des signes, voilà la peau, qu'est-ce qu'on est capable. Mais c'est vrai que sous le coup, on a vu pas mal de joueurs prendre des cartons juste parce qu'ils ont fait ça. Et à l'arrivée, le mec, il est dans ses doigts. Mais tu ne peux pas te permettre de le faire parce qu'il y a un public, il y a énormément, ça peut dégénérer et amener... mettre tout le monde... Oui, les causes peuvent être plus graves. Ouais. Okay. Et en Espagne, c'était plus arrivé, ça m'est arrivé plus en dehors. Parce qu'à un moment,
en dehors, vraiment en dehors. Hein. Tu vas faire tes courses, même si, moi j'allais faire mes courses. J'avais la possibilité de sortir, ça ne me gênait pas d'aller faire mes courses, de sortir parce qu'il faut vivre et avec le public, avec les gens. Et donc tu te retrouves dehors, un mec qui te dit il faudrait mettre du détergent. Et toi, t'es dans la vie de tous les jours, tu réagis comment en plus En espagnol. T'es pas sur le terrain là, tu peux pas. Sur le terrain, bon, ma réaction sous le coup, j'ai bien demandé si c'est bien ce que j'ai entendu, si c'est bien ce que j'ai compris. Mon espagnol, ça allait quand même. Et c'est pareil, détergent, c'est détergente, c'est la même chose. Et à l'arrivée, mais on m'a dit, quand on m'a vu la réaction que j'allais avoir, que je commençais à avancer sur le gars, on m'a dit non, il est malade. C'est un gars qui... Voilà. Donc, mais quand on entend quelque chose comme ça, c'est clair que ça peut faire mal. C'est difficile de rester calme. Ça peut faire très mal. Mais c'est vrai que je n'ai pas connu tout ce qu'on fera actuellement, que ce soit en Espagne, à Valence, même ce qui s'est passé avec Vinicius. On n'a pas envie de voir ça, mais ça arrive. Malheureusement, ça arrive et c'est plus amplifié parce qu'il y a les réseaux, il y a les caméras qui sont là. Et malgré ça, du coup, tu fais quand même 5 ans là-bas. Ça veut dire que tu es à l'aise, tu n'as jamais fait autant de temps dans un club auparavant. Tu es parti pour 2 ans, tu en fais 5. Tu retiens quoi de Valence ? Je retiens énormément de bonnes choses. Surtout, comme tu le disais, je pars pour 2 ans et chaque année, j'ai renouvelé en faisant 5 ans. Renouveler mes contrats, toujours à une année en option. J'aurais pu faire 6 ans, j'avais encore une année en option. Ils m'ont payé parce que l'entraîneur qui ne me voulait plus, j'étais blessé, c'est vrai aussi. Et l'entraîneur qui ne me voulait pas, donc j'ai opté, j'avais 37 ans, j'ai opté pour l'arrêt de ma carrière, bien sûr en me payant. Ou à la base, tu étais censé finir à 32 ans, c'est ça, 31 ans. Ouais. Et pour dire la vérité, moi je suis parti à un moment quand j'ai mis dans ma tête que je suis professionnel, je me suis dit que j'allais faire 10 ans. Parce qu'à cette période, on se disait à 10 ans de carrière, 12 ans, à 32 ans, on arrête. Et c'était le cas pour pas mal de joueurs. Hein. Et à l'arrivée, je fais... Là, tu as fini à 17 ans de carrière. Arrêté à 37 ans. C'est pourquoi ? C'est parce que tu avais la santé, tu jouais, il y avait toujours un projet. Il y avait toujours l'envie, il y avait un projet. Je me suis trouvé dans un club qui a été crescendo. On a gagné, je suis arrivé en 97, 99, on gagne la Coupe du Roi. Ça faisait 30 ans que ce club n'avait rien gagné. Après, on joue la Champions League. À 2 reprises, on fait 2 finales et on finit par un titre. Et donc, on a amené le club à un niveau. On tapait tous les gros, quoi. Que ce soit Real Madrid, que ce soit Barcelone. Après... Au final, tu as été dans 2 clubs où tu as fait partie des légendes, quoi, où c'est passé avec l'OM, Ligue des Champions, donc forcément ça c'est là, c'est cristallisé, on ne peut rien changer dans ça. Et puis après, tu as Valence avec 97-2002, une période faste. Et ensuite, ça a continué juste après ton départ parce qu'il y a eu il y a eu doublé Europa avec malheureusement contre l'OM. Ouais, c'est ça, contre l'OM. Pour Valence. C'est ça. Et champion, ouais. Ouais. Et ça fait quoi tu vois ça, t'es plus là, t'aurais aimé vivre. Oui. Ouais. C'est un des rares moments où j'aurais aimé être là. Dans ma carrière, dire j'aurais pu être là. Parce que déjà j'avais mon pote qui était toujours Carboni. Et lui, notre but, c'était de re-signer chaque année ensemble. On était 3 à ce moment-là, Carboni à mon âge et Djukic. Et à chaque fois, on re-signait, même période. On signait pratiquement ensemble. Et une année, mais lui, il a continué, il a terminé à 41 ans. Et je pense que, dans ma tête, c'était ça. C'était aller le plus loin possible, et comme ça vient, quoi. Et c'est vrai que j'avais la santé, mais malheureusement, le genou m'a lâché la dernière année.
J'ai pas fait beaucoup de matchs, mais on a été champion sous cette année-là. Et ça sert. Et puis c'était une belle manière de terminer aussi. Après, des propositions sont venues du Qatar et tout. Après, en Ligue 2 en France, il n'était pas question que j'aille en Ligue 2. Et le Qatar, financièrement, ça aurait pu être très intéressant. Par la suite, j'ai plus opté pour la vie familiale, rentrer en Guadeloupe. Quelle carrière! Ah ouais, mais si on parle de la carrière en général, c'est sans prétention aucune. Je crois que j'ai fait ce qu'il fallait et ce qui se fait de mieux. À part, bon, on va dire la Coupe du Monde. C'est là où j'allais arriver. J'ai dit quelle carrière, mais la Coupe du Monde, il n'y a pas un petit regret, non, il n'y a petit jamais truc. eu de regret. C'est pour ça que j'ai dit l'endroit où j'aurais aimé être, c'était avec Valence, peut-être faire la finale UEFA et gagner une finale et champion. Mais ça, c'était 2 ans. Ça, c'était, ouais. Après, la Coupe du Monde, c'est arrivé à un moment idéal pour la France. On est arrivé en demi-finale en 96 en Europa, championnat d'Europe avec l'équipe de France. On arrive en demi-finale et 2 ans après, c'était la Coupe du Monde en France. Mais je crois qu'à un moment, je partais à l'Inter, j'avais pris la décision d'arrêter l'équipe de France et de me consacrer totalement à l'Inter parce que j'estimais que c'était le moment aussi d'arrêter l'équipe de France à 32 ans et 31 ans et voilà, mais ça m'a beaucoup quelque part aidé pour aller à 37 ans quoi. Mais c'est vrai que le regret, on me pose souvent la question. 98, Thuram, tu aurais pu être là. J'aurais pu être là. Non, c'était le moment d'un autre, c'est tout. Ouais, ok. Et du coup, avec tout ça, cette fin de carrière, au final, tu as continué, parce que fin de carrière professionnelle, ça a continué jusqu'à 2007, avec le parcours qu'on connaît avec les Guada Boys et la demi-finale contre le Mexique. Toi, comment tu envisages tout ça, la vie hors football, professionnel, évidemment? Comment tu vois le truc? Encore une fois, concours de circonstances. Je reviens en Guadeloupe, mais j'étais plus Guadeloupe, Paris. Tu as été super recruteur Ouais, à un moment, ça c'était en 2006-2007. Mais avant ça, je reviens pour jouer en Coupe de France avec l'Étoile de Mornalo. Je signe ma licence, pas un contrat, ma licence en 2003. Je reviens pour jouer, juste aider. Et puis ça m'a pris, j'ai joué, je me suis mis dans le championnat à rejouer, j'ai fait 4 ans. Après, la Guadeloupe l'équipe de la Guadeloupe qui me demande si je peux jouer pour les aider, pourquoi pas. Tu te prends au jeu parce que c'est que du foot. On peut pas arrêter le foot comme ça. Ouais, surtout, en plus. Que du foot, mais sans, encore une fois, pas de planification, pas forcément d'ambition ou d'objectif plutôt de se dire voilà ce qui nous attend. Mais quand ça se présente, la qualification pour la Gold Cup, je me suis préparé différemment. Je me suis préparé vraiment comme je me préparais au niveau professionnel. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à aller chercher, quoi. Ça, comment ça se passe justement? Parce que tu fais championnat d'Europe. T'as pas fait la Coupe du Monde, mais championnat d'Europe. T'as été avec les espoirs aussi. T'as fait des championnats internationaux, etc. Et là, t'arrives sur un autre type de championnat. International. Champion d'Europe Espoir, 92 en Suède, championnat d'Europe, 96 en Angleterre. Après, pendant 5 ans, j'ai plus joué avec l'équipe de France. Donc il y avait, je dirais, une dérogation qui me permettait de jouer avec la Guadeloupe. Parce que la Guadeloupe n'étant pas affiliée à la FIFA,
mais affilié à la CONCACAF, cette dérogation m'a permis de jouer avec la Guadeloupe et jouer la Gold Cup par la suite en 2007. Et 2007, ça a été pour moi, c'est l'apothéose, même si on ne gagne pas à la CONCACAF, on ne gagne pas la Gold Cup. Vous allez très loin. Finale pour une première. C'est historique. Ouais. Historique. Je pense que, j'ai fait le taf. Il y a eu deux titres d'homme du match, je crois, avec des buts, des golassos là. Golasso contre Canada et Honduras. Et puis après, on perd à la, 85e minute contre le Mexique. Et Mexique, c'était des joueurs. On était une bande de quelques pros et nos jeunes, je dirais nos jeunes d'ici, de la Guadeloupe. Ça nous a permis d'arriver en demi-finale. Mais après, c'était une préparation. On a eu une bonne préparation. On a été à 3 reprises par la suite à la Gold Cup. Mais je pense que sur le plan personnel, j'étais hyper content, c'est clair, pour la Guadeloupe. Et pour moi aussi, parce que c'était une manière de faire connaître la Guadeloupe au sein de la CONCACAF. Et puis, ça s'est vérifié par la suite, parce que maintenant, on est attendu à chaque fois qu'on participe à la Gold Cup, on est attendu. Les clubs les équipes se préparent pour jouer contre vous. Pour faire face à nous. Confrontation, et ce qui est bien, malheureusement, il n'y a pas forcément le résultat qu'on attend, c'est-à-dire passer ce premier tour. Mais à l'arrivée, on propose énormément de beaux jeux, on marque des buts. Il y a quelque chose quand même qui est mis en place. Il y a un projet Guadeloupe, Sélection Guadeloupe, qui est mis en place depuis quelques temps. Tu arrives à justement cette transition. Merci d'ailleurs. Comment tu vis la transition joueur encadrant et ensuite sélectionneur et puis gestion avec les jeunes? Ouais, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai été adjoint, j'étais membre de la Ligue, mais membre de la Ligue au sein de la sélection, toujours suivi des joueurs et tout. Quelquefois, j'étais suivi des joueurs à l'étranger. Ce qui fait que j'ai, je dirais, une très bonne connaissance de le vécu, comment ça se passe, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on doit apporter aux joueurs et qui viennent en sélection Guadeloupe, et comment améliorer à chaque fois la sélection. Et en tant qu'adjoint, en tant que dirigeant, en tant qu'adjoint, et puis après maintenant en tant que sélectionneur. Actuellement, en tant que sélectionneur, toi, comment tu vois les choses? Tu vois ce projet évoluer? Moi, c'est vrai qu'en tant que sélectionneur, c'est totalement différent. L'évolution a été dans le management. Il n'y a plus question de forcément d'être entraîneur. Il faut être au courant de tout, mais déléguer, avoir les adjoints qu'il faut, avoir les staffs qu'il faut. Il y a staff médical, staff technique, administratif. Tout, et essayer d'englober tout ça et essayer de gérer avec le team manager, bien sûr avec la Ligue, le président, mettre des choses en place. Ces choses-là doivent, entre guillemets, s'accoupler pour pouvoir faire une seule et puis... créer une structure de haut niveau, entre guillemets, pour accueillir les professionnels et les amateurs. Voilà. Une structure de haut niveau, et je pense que les pros qui arrivent ont trouvé pas très loin ce qu'ils font en club, ou quelques-uns il n'y a pas de sélection en club. Et ça, c'est très important, parce que au moins nous on peut aller à l'essentiel quand ils arrivent. Parce qu'un joueur qui arrive, qui demande où sont les chaussettes, où sont les vêtements, ça c'était pas trop bon pour nous. C'est ce qui se faisait auparavant. Pour aller plus loin, est-ce que de ton côté, tu estimes qu'il y a des résultats, ou est-ce que tu es de cet avis qu'on pourrait faire mieux? Moi, je suis plutôt de cet avis qu'on pourrait faire mieux. Oui, parce qu'on aspire quand même à passer le premier tour. On a eu des possibilités, 3 Gold Cup
de suite, 2021, 2023 et 2025. On était très très proche en 2023 d'être au deuxième tour avec 4 points. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc on est proche, mais en même temps, il faut être réaliste aussi. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Pour moi, ce sont assez souvent des détails qui font la différence. C'est les détails, quelquefois c'est sur le terrain que ça se voit. Moi qui suis un ancien pro, qui jouait à un certain niveau, quelquefois les détails ça se voit par rapport à peut-être un déplacement, par rapport à une prise de décision, à un choix. Et ces choix-là, ça peut être... ça peut se payer cash. Ouais. Mais ça peut être contre nous. Et à l'arrivée, peut-être, ça nous fait rater peut-être un but. Ça nous fait rater ou encaisser un but. Mais c'est pas que. On est toujours tributaire aussi de la finance. On est une ligue. On sait qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas atteindre forcément dans les conditions que nous sommes. Et donc, malgré tout, c'est compliqué. Après, c'est ne pas se cacher derrière des excuses ou autres. Parce que si, jusqu'à maintenant, je dis rien, parce que j'estime que j'ai rien à dire, j'ai rien forcément à défendre, à part le fait que ce qu'on a mis en place avec la Ligue, c'est défendable et on le défend bien. Mais ma défense, c'est de dire qu'on est à la Gold Cup. On est monté en Liga. On a été à 3 reprises à la Gold Cup et on est le petit poussé à chaque fois. Pratiquement, à part la Martinique et la Guyane qui étaient en 2023, mais on est le petit poussé, comme la dernière fois. Donc, si on arrive à être là, ça veut dire qu'il y a un travail quand même qui est fait et qu'on a bien fait jusqu'à maintenant. Mais on doit pousser ça beaucoup plus loin. Et justement, pour ceux qui jugent sans forcément connaître et qui n'ont pas connu le football professionnel, toi, comment tu vis justement le fait d'être jugé par des gens qui ne connaissent pas forcément? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, que tu écoutes ou bien que tu laisses? Non, mais justement, ils n'ont pas connu le haut niveau, donc ça ne me touche pas plus que ça. Parce que ce que j'entends, ça m'arrive d'entendre, parce que je peux pas dire, je m'efface totalement. Je ne réponds pas. Oui, je ne réponds sûrement pas à toutes ces critiques, mais je me dis, ils ne peuvent pas m'apporter plus que ça, donc ça ne me sert à rien d'écouter ou d'essayer de... Il n'y a rien à retirer. Franchement, il n'y a rien à retirer. Donc, je vais parler de foot avec mes joueurs, avec mon entourage, l'entourage qui peut m'apporter quelque chose, et je pense que je suis entouré à ce niveau-là. Et avec les joueurs qui jouent un camp Guadeloupe, c'est avoir des discussions pour leur permettre justement d'aller plus loin et de connaître un peu c'est quoi le haut niveau, à travers bien sûr les voyages, à travers les entraînements dans un premier temps, et le fait de venir avec la sélection. C'est pas juste un jeune qui joue en Guadeloupe qui arrive avec la sélection, c'est pas se dire mais il doit jouer. Il doit découvrir la sélection, avancer avec et tout. Peut-être venir une fois, 2 fois, et même s'il ne joue pas, c'est pas grave. Mais apprendre à connaître la sélection, et le jour J, le jour où il devra rentrer, il va rentrer. Maintenant, ceux qui parlent, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de critiquer, et c'est bien pour eux, mais ça ne m'apporte rien. Moi, je ne suis pas du genre à dire la critique me fait avancer. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je fais. J'estime que j'ai été passer les diplômes qu'il faut, j'ai côtoyé les gens qu'il fallait, et si je devais poser des questions et parler football avec certaines personnes, je vais appeler Didier Deschamps. Parce que j'estime que lui, c'est un sélectionneur, il a gagné la Coupe du Monde. Voilà. Après, Mario Relmi qui était avec moi, il a connu le haut niveau. Moi, je suis avec Franck Sylvestre. Voilà. Et ceux qui viennent avec moi, ils apprennent, ils découvrent, mais ils m'apportent beaucoup. Je ne vais pas les négliger et tout. Notamment Fabrice Soto qui était avec moi.
Mario Adélaïde, pour les citer, Bruno Gauthier, préparateur athlétique. Maintenant, je suis entouré comme il faut et je pense que je suis bien entouré parce que ces gars-là, ils peuvent apporter quelque chose aussi. Ils ont découvert, ils apprennent. Mais en dehors, je les entends. Oui, je ne fais pas fi de ce... Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, oui, heureusement. Mais pour eux, ils n'ont pas de solution. Solution, qui peut l'avoir? C'est moi, parce que c'est moi qui ai l'équipe. Le président, si demain le président ne veut pas, peut décider de dire voilà, c'est fini. Et moi aussi, je peux très bien dire demain, c'est fini, j'arrête. Et quelqu'un d'autre viendra. La sélection ne va pas s'arrêter pour autant, si Jocelyn Angleman n'est pas là. Mais c'est vrai que, à vrai dire, c'est un peu la Guadeloupe. On connaît tout le monde connaît tout le monde. On est proche. Donc celui qui a dit, on le sait. Celui qui parle, on le sait. Mais c'est pas pour autant que je vais demander des explications ou quoi que ce soit. Par exemple, comme je dis, j'entends, mais aussi, j'oublie pas. Au final, des fois, c'est des choses où tu n'as pas forcément besoin de donner du crédit. Ah non, on n'a pas envie d'entendre sur certains, mais pas donner de crédit parce que c'est, comme Luis Enrique disait, je commence à parler de ma tactique, tu ne pourrais pas comprendre. Et moi, j'ai l'impression que tu es comme ça. Ouais, mais j'ai même pas envie d'aller jusque-là. Mais c'est le cas. C'est le cas parce que j'estime qu'aujourd'hui, si on devait parler de football, il faudrait s'asseoir à un endroit pour parler football. Parler dans la rue ou parler à la radio comme ça, à la volée, ça ne sert à rien. Tout le monde peut le faire. Moi, je dis tout le monde. Parce que celui qui a joué au foot, qui n'a jamais entraîné, il parle de foot. Celui qui a fait un souhait et tout, qui a entraîné par la suite, il y en a qui ont joué au foot, ils ont joué dans le monde amateur. Et nous, on se retrouve dans un monde, quoi qu'on en dise, c'est un monde de haut niveau. On va dire, ouais, c'est la Guadeloupe, oui, mais c'est la Guadeloupe qui joue la CONCACAF, qui joue la Ligue des Nations, qui joue contre le Costa Rica, Panama. On a joué contre toutes les grandes nations de la Caraïbe. Et donc, je vais parler avec qui de tout ça? Avec Roger Salno, parce qu'il l'a fait. Ouais, on n'a pas eu l'occasion. Les gens qui étaient là, qui étaient avec lui éventuellement, Franck lui qui était à la sélection. Il y a des personnes qui sont compétentes au final. Oui, mais jusqu'à maintenant, moi, tout le monde parle en Guadeloupe, à la radio, tout le monde, les éducateurs, les entraîneurs, les joueurs aussi. Quelquefois, c'est des anciens joueurs qui ne sont pas forcément contents. On peut comprendre. Parce que les attentes, c'est quoi? C'est la victoire, c'est le résultat. Le résultat, pour eux, tout le monde voit la victoire. Donc, non, mais ce n'est pas que ça. Pour moi, ce n'est pas que ça, parce que si on veut évoluer et faire l'équipe évoluer et arriver où elle est actuellement, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Un projet, il y a quelque chose qui est fait. Qui fait que ça dure sous le temps. Mais c'est vrai que le peuple, les gens ont besoin de savoir qu'on a gagné pour être content. Je le comprends. Après, il y a toujours l'histoire de 2007 qui est présente dans les mémoires, donc ça pousse à arriver, etc. C'est pour ça que je dis, si demain on devait parler de quelque chose, c'est Roger Salno. On n'a jamais eu l'occasion, parce qu'il a su le faire. C'est vrai qu'il était dans le monde amateur, mais il s'est entouré aussi avec des gens, pas forcément pros, à part les joueurs. Mais il s'est entouré et puis il a eu aussi l'humilité de dire voilà, je dois faire avec ces gens-là. Et c'est ça qui compte et c'est ce que je fais aussi. Avec mes joueurs, avec les gens qui m'entourent et même avec nos jeunes qui m'entourent au niveau adjoint, au niveau de l'administratif. Mais c'est vrai que quand on entend parler, tout le monde a envie que j'aille peut-être démentir, que j'aille répondre et autres, ça servira à quoi? Ça ne va pas empêcher de parler demain. Ouais, c'est clair. Et voilà. C'est vrai que quelquefois le sujet peut paraître... mais non. C'est-à-dire ça ne m'apportera rien. Parce que je l'ai constaté assez rapidement que
Nos éducateurs, il y a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup, entraîneurs, ils n'ont jamais voulu parler de foot avec moi, ici. J'en ai eu quelques jeunes, ouais. Et il y a l'opportunité, il y a des plateformes qui sont mises en place, des séminaires, des trucs comme ça ou... Ben non, justement, il n'y a rien du tout jusqu'à maintenant. À vrai dire, c'est la Ligue qui met en place des formations et à ce moment-là, éventuellement, on parle avec ceux qui sont en formation. Mais après, j'ai jamais eu une invitation pour aller parler football en Guadeloupe. Et après, on reste comme on est. Mais bon, à l'arrivée, je me dis, ça me dérange pas. Parce que j'ai compris rapidement comment est l'être humain. Ok. Et moi, je dis l'être humain, c'est pas seulement la Guadeloupe. Oui, non, mais c'est clair. L'être humain. Non, mais bon, je ne vais pas venir dire, ouais, en Europe, c'était comme ça, ouais, là, c'est comme ça. Non, moi, si je suis en Guadeloupe, et je bosse en Guadeloupe, c'est parce que j'ai eu envie de travailler avec les Guadeloupéens. À ce moment-là, je serais... Oui, c'est ça, t'es venu pour travailler avec Lille. On veut travailler avec moi. C'est la question. Très bonne question. C'est la question que... En fait, c'est une question que je me suis posée. C'est clair que je me suis posé cette question. Maintenant, il n'y a pas de problème. Mais j'ai déjà fait passer les messages. Ok. J'ai fait passer les messages avec les gens concernés. À histoire de parler dans la rue, tout le monde peut parler dans la rue. Le message est passé à nouveau du coup. Ok, merci beaucoup pour tout ça. T'as un petit mot de la fin, quelque chose que tu voulais dire juste pour finir? Non, mais pour finir, c'est juste sur les jeunes. Sur les jeunes, moi je suis au Pôle Espoir depuis 2018. Maintenant, il y a le CERFA. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux dans la formation en Guadeloupe. On peut penser ce qu'on veut, il y a des académies, tant mieux, des académies aussi, tant mieux, mais ce qui se fait de mieux pour que demain, un de nos jeunes puisse arriver en équipe de France. Moi, quand je suis arrivé, pour l'instant, le seul qui arrive en équipe de France Espoir, c'est, si je ne me trompe pas, c'est Bélocian, qui est parti il n'y a pas longtemps. C'est compliqué. C'est compliqué pour les jeunes, c'est compliqué par la distance, c'est compliqué un peu tout ça. Mais il faut faire confiance, il faut arriver à faire confiance à ces structures-là, ne pas les dénigrer, mais plus faire confiance à ces structures-là que demain, ils pourront partir et tout. Il y a des gens, qui arrivent à faire partir des jeunes, faire des essais et tout, tant mieux pour eux. Moi, je ne suis pas contre, mais parce que tout le monde ne peut pas être au Pôle Espoir. Et le Pôle Espoir, on passe droit. C'est pas Timoun à moi en mettre là et puis Timoun à Missier parce que c'est pas à moi. Ça reprend les codes du foot professionnel. Ouais, c'est élitiste, on va choisir le meilleur pour aller au plus haut niveau. Parce que j'ai des comptes à rendre. Parce que le directeur du pôle, qui est Pierre Feltro, a des comptes à rendre à la fédération. Vous êtes contrôlé par... Oui. Le directeur des pôles, il vient 2 fois dans l'année, voire 3 fois. Quand il me demande les données des jeunes, je dois être capable de lui donner ces données, ce qu'il a fait du jour où il est arrivé et le jour où il est là, lui. Okay. Donc, c'est pas juste... c'est un suivi, c'est pas juste dire Tibouga fort, Tibouga ni potentiel. Oui, il y a un potentiel, mais ce potentiel, il faut arriver à développer ce potentiel pour qu'il puisse demain partir, parce qu'il n'y a pas de pro de football professionnel en Guadeloupe, ils ne peuvent pas rester, et qu'il soit bien dans sa tête, et surtout bon à l'école. Ok, c'est noté, message passé. Merci beaucoup d'être venu pour cette première. Un plaisir. J'ai pas l'habitude de parler autant. Et, quand tu veux, on pourra le refaire. On n'a pas forcément le temps aussi dans les médias. Une dernière chose pour les médias. On veut avoir des stars en Guadeloupe. C'est pas mal dit ça, effectivement. C'est vrai. C'est vous qui faites les stars sur les terrains. Je parle de foot, comme dans d'autres sports. Ok, message passé, j'espère que vous avez entendu. Et merci beaucoup. Et quand tu veux,
On refait ça quand tu veux. On va finir par le fameux check. Le check que tout le monde sait. Yes. Yes. Thank you.